Laissez-moi vous convier à un voyage fascinant au cœur de l'Égypte ancienne. Ensemble, levons le voile sur des mystères séculaires, des énigmes gravées dans la pierre et patiemment gardées depuis l'aube des temps. Les pyramides d'Égypte, témoins silencieux d'une civilisation grandiose, ont résisté à l'épreuve du temps, suscitant l'émerveillement et la convoitise pendant des millénaires. Hélas, la majorité d'entre elles portent aujourd'hui les stigmates des pillages et des outrages du temps, vestiges émouvants d'un passé glorieux. Les pyramides majestueuses du plateau de Gizeh, les plus imposantes, attirent tous les regards, ayant traversé les âges sans sombrer dans un état de délabrement avancé. Elles sont les stars incontestées de l'Égypte antique. Pourtant, l'esprit de découverte qui anime les passionnés des pyramides me pousse à partager une intuition. Un pharaon de l'Ancien Empire repose peut-être encore, paisiblement, au cœur de sa pyramide. L'objection la plus fréquente, et à mon sens la plus erronée, est l'absence de découverte documentée d'un roi dans une pyramide. On avance souvent le chiffre d'une centaine de pyramides recensées en Égypte. Alors, comment les dépouilles de tous ces souverains auraient-elles pu disparaître sans laisser de traces? C'est un mystère que je vous propose d'explorer. L'objection révèle la difficulté à saisir l'immensité du temps écoulé depuis l'érection de ces pyramides. Il faut imaginer que, même à l'époque de l'Ancien Empire, on estime que des millions d'individus peuplaient les rives du Nil, en Égypte. Ainsi, pendant environ 1,5 million de jours, des millions d'autres personnes ont vécu leur existence entière avec ces structures extraordinaires à portée de vue. Dès lors, il n'est guère étonnant que la centaine de monuments imposants et étincelants ait été minutieusement explorés par ceux qui, jadis, en avaient les moyens. Il faut un concours de circonstances véritablement exceptionnel pour préserver une tombe royale pendant des millénaires, tant l'attrait du pillage est irrésistible. La découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1922 a d'une certaine manière faussé nos attentes quant à ce qu'il est encore possible de dénicher à l'abri des pilleurs depuis l'Antiquité. Aujourd'hui encore, même certains égyptologues de renom peinent à saisir à quel point la découverte de la sépulture de Toutankhamon, dans un état de conservation aussi exceptionnel, relève de l'extraordinaire. Par exemple, Kara Cooney, professeur à l'UCLA, affirmait récemment dans Discover Magazine que la seule raison pour laquelle nous avons découvert le tombeau de Toutankhamon est qu'il était insignifiant. Cette affirmation, non seulement fausse, s'inscrit dans la même logique que celle employée par les sceptiques pour discréditer l'idée que les pyramides renfermèrent des momies. D'innombrables Égyptiens de l'Antiquité, bien moins importants qu'un pharaon, ont vu leurs maigres biens funéraires entièrement pillés dans les années ou les siècles suivant leur décès. Il est extrêmement rare de découvrir une tombe, même modestement riche, inviolée depuis l'époque de l'inhumation. Comme l'a démontré Steve Cross en 2008, il a fallu une crue éclair extraordinaire, dévastant la vallée des rois, pour préserver le tombeau de Toutankhamon. C'est un heureux concours de circonstances. L'entrée dissimulée est scellée par un épais ciment calcaire qui l'ont protégé. Bien sûr, le tombeau du roi Toutankhamon fut recherché avant qu'Howard Carter n'en fasse l'œuvre de sa vie. Seule la combinaison de sa dissimulation et de la difficulté de la recherche a pu l'épargner de la découverte. Concentrons-nous à nouveau sur les pyramides. Un monument en particulier captive mon imagination. La possibilité d'y découvrir la momie d'un pharaon de l'Ancien Empire. Saouré, roi de la 5e dynastie, fut le premier souverain à ériger sa pyramide dans la région d'Abou-Sir, le long du Nil. Choisir un site entièrement nouveau pour son complexe pyramidal était un geste audacieux, plaçant Saouré dans la même catégorie que les pharaons Snéfrou et Khéops. Aujourd'hui, les pyramides d'Abou-Sir, dépourvues de leurs pierres de parement et fortement érodées par le temps, se ressemblent à s'y méprendre. Le secret pour identifier la pyramide de Saouré réside dans son emplacement. C'est celle qui se trouve le plus au nord, isolée des autres. À l'est de la pyramide de Saouré s'étend son temple funéraire, particulièrement élaboré et bien exploré. 2 magnifiques colonnes de ce temple ont été remarquablement préservées, permettant leur reconstruction. Elles trônent désormais fièrement à l'entrée, vestige imposant d'un passé grandiose. Cependant, contrairement à l'état relativement bon du temple, la pyramide elle-même est en ruine depuis des millénaires. La première investigation documentée de la pyramide de Saouré remonte à 1837, menée par l'ingénieur civil John Shepering.
Ces recherches, menées en collaboration avec le colonel Howard Weiss, sont consignées dans leurs ouvrages respectifs, publiés à la fin des années 1830. L'exploration des pyramides exige un courage et une habileté exceptionnelle, car le moindre faux pas peut provoquer un éboulement fatal. Dans son ouvrage sur les pyramides de Gizeh, Weiss évoque ainsi les périls rencontrés par Perring. Le passage était obstrué par des pierres et des débris qui ne cessaient de s'effondrer. Soudain, une partie de la pyramide s'écroula, ensevelissant un ouvrier. Par chance, il s'en sortit indemne. Craignant un accident grave, Perring ne garda auprès de lui qu'une poignée d'hommes, 7 ou 8 des plus braves, qu'il dut sans cesse encourager face aux chutes de pierres et de débris. En cette occasion comme en d'autres, le courage et le dévouement d'un certain Abdel Hardy furent particulièrement remarquables. L'égyptologie moderne a tendance à dénigrer des figures comme Weiss et Perring, les qualifiant de colonialistes exploitant l'Égypte de leur époque. Cependant, leurs écrits offrent des exemples qui contredisent cette vision simpliste. Dans leurs ouvrages, Weiss et Perring attribuent à Abdel Hardy la découverte de l'entrée de la pyramide de Néousséré. Une découverte marquante à l'entrée de la pyramide de Saouré fut une pierre de parement, taillée de façon à accueillir une tablette. Les historiens grecs Hérodote et Diodore de Sicile rapportent l'existence de tablettes insérées au-dessus des entrées des pyramides, portant des inscriptions, probablement le nom du pharaon qui y reposait. L'égyptologie contemporaine rejette ces témoignages, arguant que les entrées des pyramides devaient impérativement rester dissimulées. Les pyramides de l'Ancien Empire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ne semblent pas avoir été conçues pour dissimuler leurs entrées. Les preuves accumulées suggèrent une approche architecturale bien différente. Après une dizaine de jours d'efforts acharnés, l'équipe de Perring a progressé d'environ 22 mètres le long du couloir d'entrée, atteignant enfin la chambre pyramidale tant convoitée. Au cours de cette exploration, ils ont mis au jour des découvertes notables, notamment un fragment de herse en granit d'une épaisseur de 38 cm, ainsi qu'une courte section en granit du passage précédant immédiatement la chambre pyramidale. Il est intéressant de noter que chaque pyramide des 5e et 6e dynasties, explorée jusqu'à présent, révèle l'utilisation de granit dans le passage menant à l'antichambre. Cette technique était employée dans le but de renforcer le passage contre les contraintes exercées par le plafond voûté de l'antichambre. Perring, confronté à l'éboulement du côté ouest, dut s'arrêter là, incapable de mesurer l'étendue complète de la chambre. Il remarqua des fragments de basalte poli qu'il attribua à un sarcophage et une curieuse entrée basse, étiquetée C, mais obstruée par des débris et ruinée vers l'est. L'histoire de la pyramide de Saouré connut alors une pause de 75 ans, jusqu'à ce que l'égyptologue Ludwig Borchardt reprenne le flambeau de la recherche sur le complexe pyramidal. Mais à l'instar de nombreux égyptologues du XXe siècle, Borchardt s'intéressait avant tout au temple, et la pyramide elle-même fut à peine explorée. Ainsi, il ne remarqua pas la herse de granit et ne parvint pas à localiser les fragments de basalte signalés par Perring. L'exploration de Perring est souvent minimisée, voire ignorée. Seule la voûte en berceau de la chambre est parfois examinée avec plus de détails que ne l'avait fait Perring. Borchardt, par exemple, explique la découverte par Perring d'une pierre de parement taillée pour recevoir une inscription, en affirmant qu'il devait s'agir d'un simple bloc réparé, comme on en voit tant sur la pyramide rhomboïdale. Cette explication est presque une insulte envers le travail rigoureux de Perring, qui avait méticuleusement documenté toutes les grandes pyramides égyptiennes et connaissait parfaitement les réparations de pierres de parement. Il semble qu'un schéma se répète. Les égyptologues ont tendance à écarter ou à ignorer les observations de Perring simplement parce qu'elles ne correspondent pas à leur propre interprétation. Pourtant, l'une des qualités qui faisait de Perring un chercheur exceptionnel était précisément son absence de préjugés, contrairement aux égyptologues formés au XXe siècle. Les observations de Perring sont précieuses, car elles mettent en lumière les anomalies plutôt que de les écarter sous prétexte qu'elles ne correspondent pas aux documents existants. En 1970, les célèbres chercheurs Marie Colliot et Rinaldi publièrent une brève étude architecturale de la pyramide. Ils s'accordaient globalement avec Borchardt, mais il semble qu'il n'ait pas non plus entrepris d'exploration approfondie. Dans son ouvrage de 2020 sur les pyramides, Miroslav Werner rapporte à propos de Marie Colliot et Rinaldi. Pendant leur travail, ils n'osaient parler,
craignant que la résonance de leur voix ne fasse tomber les blocs de plafond brisés, suspendus au-dessus de leur tête. Quand cela était nécessaire, ils échangeaient des indications et des opinions écrites sur des bouts de papier. La pyramide de Saouré, restée inexplorée dans son intégralité, a laissé le champ libre à l'interprétation des égyptologues. Chacun y est allé de sa propre vision pour combler les lacunes. Dans son ouvrage de 1997, Le guide complet des pyramides, Marie Colliot la dépeint comme ne possédant qu'une unique chambre, protégée par un seul bloc de herse. Étrangement, Lehner transforme également les fragments de basalte découverts en un unique morceau. Cette représentation inexacte a malheureusement servi de fondement à des théories fragiles et a même été citée dans l'ouvrage de Christopher Dunn sur la centrale électrique de Gizeh. Heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis quelques années, une équipe dirigée par l'égyptologue Mohamed Ismail Khaled de l'université de Würzburg a repris les travaux de fouilles interrompus par John C. Perring en 1837. Mohamed et sa courageuse équipe ont dégagé avec succès les pierres éboulées et reconstruit les murs de soutènement afin de consolider les plafonds endommagés et d'éviter l'effondrement de l'intérieur de la pyramide. Ils ont réussi à exhumer intégralement le passage d'entrée ainsi que la chambre à laquelle Perring avait accédé pour la première fois il y a près de 2 siècles. Les découvertes de Mohamed et de son équipe ont confirmé toutes les observations de Perring. Dans les sables du temps, des découvertes fascinantes ont refait surface. Parmi elles, un imposant fragment de herse en granit, témoin silencieux d'un mécanisme autrefois crucial. Des éclats de basalte, vestiges énigmatiques, ont également été mis au jour, évoquant, selon Perring, les restes d'un sarcophage oublié. Il est crucial de souligner que Perring lui-même n'a jamais affirmé que la chambre qu'il avait découverte était la sépulture tant recherchée. Cette interprétation est née sous la plume de Mark Lehner et d'autres érudits, chacun tissant sa propre hypothèse autour de ces vestiges. L'équipe de Mohamed Ismail Khaled a également percé le mystère d'un étroit passage dissimulé, celui que Perring avait sobrement désigné par la lettre C dans ses croquis. Ils ont, de surcroît, déterminé les dimensions exactes de la chambre explorée, révélant une superficie de 4 mètres et 15 cm sur 3 mètres et 60 cm, surpassant ainsi les estimations initiales. Dans le sillage de découvertes captivantes, un détail retient particulièrement l'attention. Lors de la reconstruction du mur ouest de la chambre dégagée, il a été mis en évidence que le système de chambre se prolonge sur 7 mètres supplémentaires vers l'ouest. Cette révélation suggère que la chambre funéraire reste encore à être entièrement explorée. Afin de mieux appréhender la portée de ces découvertes, comparons brièvement la pyramide de Saouré avec celles qui l'ont précédée et suivie. La 3e et la plus petite pyramide royale de Gizeh, attribuée à Menkaure, marque l'établissement d'un plan général qui sera adopté par toutes les pyramides des VE et Xi-e dynasties. Parmi les éléments clés de ce plan, on retrouve un couloir descendant dont l'entrée est centrée sur le côté nord, à proximité de la base de la pyramide. Ce couloir s'enfonce sous terre et aboutit à un espace restreint, souvent désigné comme un vestibule, bien que le terme de chambre d'entrée semble plus approprié. Au sud immédiat de cette salle se dresse un système de blocs de herse en granit, gardien silencieux. Plus loin, le corridor dévoile une chambre qui semble n'avoir jamais accueilli de sépulture, l'absence d'un sarcophage en témoignant. Cette pièce s'ouvre sur une chambre funéraire construite avec plus de soin, où repose un sarcophage. Non loin de là, une série de magasins grossièrement taillés, au plafond bas et plat, se succèdent. Chephren, le pharaon suivant, s'approprie ces éléments architecturaux, tout en maintenant la chambre funéraire et l'antichambre sur un plan presque horizontal. Son monument réduit considérablement la taille de la salle d'entrée et relie les magasins à la partie sud-est de l'antichambre. Ouserkaf, le pharaon qui lui succède, diminue l'antichambre à environ la moitié de la taille de la chambre funéraire et transforme 6 petits magasins en 2 plus grands, accessibles depuis le corridor plutôt que depuis l'antichambre. Après Saouré, sur lequel nous reviendrons, suivent Néferirkare et Nusseré, dont les pyramides, bien que très endommagées à Abou-Sir, recèlent des secrets. Malgré le manque de fouilles approfondies, les travaux de Perring et d'autres révèlent que chacune possède une antichambre et une chambre funéraire, dont les proportions rappellent celles d'une chambre 2 fois plus grande. Le mystère demeure quant à l'existence et à l'emplacement de magasins internes. Finalement,
Djedekare Isesi parachève l'agencement des pyramides de l'Ancien Empire en plaçant 3 magasins à l'est de l'antichambre. Ces magazines s'élèvent désormais presque à la hauteur des chambres, mais sont coiffés de linteaux plats au lieu des voûtes en sel à pignon qui composeront les plafonds de l'antichambre et de la chambre funéraire. Les 5 pharaons de l'Ancien Empire qui succèdent à Djedkare Isesi perpétuent la même architecture générale. Fort de ce point de comparaison, analysons plus en profondeur les nouvelles découvertes au sein de la pyramide de Saouré. En commençant par le corridor caché découvert par Perring dans l'angle nord-est de l'antichambre de Saouré, imaginons l'apparence originelle de cet espace. La mesure révélatrice est la largeur de l'entrée, soit 90 cm. Dans les profondeurs mystérieuses des pyramides de l'Ancien Empire égyptien, un détail intrigant persiste, défiant les explications rationnelles. Les anciens Égyptiens, avec une constance déconcertante, concevaient les entrées de leurs entrepôts de manière significativement plus étroite que les couloirs standards. Cette particularité architecturale, observée avec régularité dès la pyramide de Menkauhor, soulève des questions fascinantes sur les raisons qui motivaient ces choix. L'archéologue Mohamed Ismail Khaled, guidant son équipe avec détermination, a réussi à approfondir les fouilles d'au moins 1 mètre et 3 décimètres dans le couloir d'accès. Cette exploration minutieuse a révélé que plusieurs de ces entrepôts étaient, à l'origine, orientés vers le nord. Une découverte plus récente, datant de 2020, révèle l'existence de 6 entrepôts mis au jour à ce jour. Cette configuration suggère une organisation spatiale complexe et réfléchie. Ce qui captive particulièrement l'attention dans la pyramide de Saouré, c'est la singularité du plafond plat, caractéristique de ces entrepôts. De manière surprenante, cette conception débute dans l'antichambre, en amont du couloir C, ajoutant une dimension supplémentaire au mystère qui entoure ces structures. L'antichambre, coiffée d'une voûte en berceau, révèle une singularité intrigante. Une portion orientale déroge à la règle, arborant un plafond plat, une configuration inédite. En effet, jusqu'alors, chaque pyramide distinguait rigoureusement l'antichambre à voûte de berceau des zones de stockage au plafond plat. L'exemple de Saouré, combiné à l'ensemble des zones de stockage connues, suggère l'absence de règles spirituelles rigides quant à leur orientation. Presque toutes les configurations semblent avoir été utilisées, permettant de positionner ces espaces au plus près des chambres pyramidales. Mon hypothèse personnelle penche vers une explication pragmatique. Les bâtisseurs auraient choisi l'emplacement le plus aisé à excaver, la portion de roche la plus malléable à proximité de l'antichambre. Dans l'ombre des pyramides, un mystère persiste, celui de la chambre funéraire de Saouré. Bien que les chambres royales soient généralement considérées comme moins importantes que la pyramide elle-même, l'espoir renaît de découvrir des secrets enfouis. L'histoire nous enseigne qu'il est rare qu'une sépulture royale échappe au pillage après des millénaires. Pourtant, le complexe funéraire de Saouré présente des particularités intrigantes. L'on s'accorde à dire que toutes les pyramides de l'Ancien Empire furent profanées durant la première période intermédiaire, une époque de troubles et de chaos. Mais peut-être que la chance nous sourira et que la chambre de Saouré recèle encore des merveilles insoupçonnées. L'ère dont il est question débuta environ 300 ans après le règne de Saouré. Cependant, le sort réservé aux pharaons défunts et à leurs pyramides n'était pas uniforme, comme l'illustre la pyramide voisine de Nuséré. Des preuves concrètes attestent que le culte de Nuséré se maintint tout au long de la première période intermédiaire. Il est donc plausible que les pyramides d'Abousir aient été relativement épargnées par les pillages durant cette période. Des siècles plus tard, des témoignages datant du Nouvel Empire égyptien révèlent que le culte renaissant de Saouré le divinisa sous une forme associée à la déesse Sekhmet. Sekhmet, dépeinte sous les traits d'une lionne, veillait sur les pharaons, les protégeant de son aura féroce. Au-delà du voile de la mort, elle continuait sa mission, les guidant vers l'au-delà, un voyage empreint de mystère et de promesses. L'association énigmatique entre certains pharaons et des divinités spécifiques demeure un secret bien gardé par les sables du temps. Les raisons du lien profond unissant Saouré à Sekhmet restent non floues, les documents relatant cette connexion s'étant perdus dans les méandres de l'histoire. Pourtant, le culte renaissant de Saouré perdura à Abousir pendant une longue période, défiant les siècles,
peut-être même jusqu'à la fin de la période tardive, s'achevant en 332 avant notre ère. Le démantèlement des anciens complexes pyramidaux de l'Ancien Empire se produisit par vagues successives, mais les vestiges témoignent que la pyramide et les temples de Saouré furent épargnés à maintes reprises, comme protégés par une force invisible, un hommage silencieux à la déesse Lionne. Vers la 26e dynastie, environ 600 ans avant notre ère, les vestiges témoignent que les monuments de Saouré n'avaient pas encore subi de démantèlement majeur. Cet héritage préservé jusqu'à l'époque romaine tisse un récit captivant. Bien que les pyramides d'Abou Sir aient bénéficié d'une protection accrue pendant la première période intermédiaire, comme en témoigne le culte de Nuséré, il était courant que les pharaons suivants s'approprient les richesses de leurs prédécesseurs. Il est donc probable que le trésor de Saouré ait été pillé à un moment donné. Cependant, si cette appropriation fut orchestrée par l'État ou un culte, il est possible que la momie du pharaon ait été préservée, échappant au vandalisme des pilleurs. Même si des voleurs s'étaient introduits, la protection supplémentaire offerte par les cultes florissants d'Abou Sir aurait pu empêcher la destruction des restes de Saouré. Les siècles s'égrènent, le Moyen Empire et la deuxième période intermédiaire d'Égypte s'effacent, mais la pyramide de Saouré reste désespérément vide de trésors à piller. L'Égypte entre dans la période du Nouvel Empire, autour de 1550 avant Jésus-Christ. À cette époque, de nombreuses découvertes archéologiques témoignent d'une activité soutenue autour de la pyramide de Saouré. Le pharaon est alors vénéré sous le nom de Sekhmet de Saouré, un culte si populaire qu'il laisse des traces à plus de 600 km de là, non loin de la vallée des rois. Le mystère demeure quant à l'origine de cette association entre Saouré et Sekhmet. L'hypothèse la plus séduisante reste celle d'une momie royale qui, ayant survécu 1000 ans jusqu'au Nouvel Empire, aurait alimenté la légende. Pour un pharaon, en vie comme dans la mort, quoi de plus approprié qu'un lien avec la déesse protectrice Sekhmet? Malheureusement, le démantèlement progressif des pyramides se poursuit, et celle de Saouré n'y échappe pas, pillée à partir du règne de Ramsès II. Pourtant, les traces du culte de Sekhmet associé à Saouré persistent jusqu'à l'époque ptolémaïque, soit jusqu'en 330 avant J.C. À l'arrivée de l'Empire romain, le démantèlement final de la pyramide de Saouré semble inéluctable. Il est probable que les derniers vestiges de calcaire fin, ornant autrefois les murs et les plafonds des chambres funéraires de cette pyramide de la dynastie, aient alors été emportés. Le risque d'effondrement lié à l'extraction de ces pierres au cœur même de la pyramide ne les rendait pas une cible facile. On ignore à quelle époque la pyramide de Saouré fut ainsi pillée. J'imagine aisément un scénario où, au moment où cette dernière pierre de calcaire est extraite, il ne reste plus rien dans la pyramide, hormis un squelette à l'intérieur du sarcophage. Après tant de temps écoulé depuis le règne de Saouré, ces ossements n'intéressent plus les carriers. La chambre funéraire, privée de ses murs et de son plafond, ne tarde alors pas à s'effondrer. Peut-être que le sarcophage, suffisamment intact, avait réussi à préserver son occupant de ce cataclysme. Ainsi, Saouré fut dissimulé et protégé sous des décombres pendant plus de 2000 ans jusqu'à nos jours. Ce n'est pas le scénario le plus plausible, certes, mais l'histoire de l'Égypte a été témoin d'événements encore plus improbables. Muhammad Ismail Khaled se garde bien de spéculer sur la découverte de Saouré, et c'est sans doute une sage décision. Quant à moi, une part de l'enchantement résidera toujours dans l'imagination des détours inattendus que l'histoire a pu emprunter pour nous mener jusqu'ici. Et peut-être, juste peut-être, Saouré est-il le seul pharaon de l'Ancien Empire à avoir déjoué tous les pronostics. Il repose peut-être encore dans sa pyramide, attendant que l'archéologie moderne le découvre.